Merci de l'invitation. Je suis très touchée de voir que malgré le développement de mes connaissances dans ce secteur-là, vous avez l'intérêt à entendre ce que je peux rassembler pour vous et vous donner des pistes pour poursuivre parce qu'il faudra effectivement travailler beaucoup sur les questions des désastres naturels, écologiques et autres. J'aimerais en commençant faire une petite histoire d'où mon intérêt à ce sujet. C'est que j'ai été appelée à donner un cours en compagnie de Louise Vandelac sur les enjeux environnementaux reliés aux catastrophes et aux désastres. Et les premières années que j'enseignais avec Louise, je voyais les étudiants écrasés sous le poids d'un désespoir, je dirais, au fur et à mesure qu'on leur présentait la situation. Puis je me suis dit, il faut, au contraire, moi je veux travailler à les rendre résilients et à trouver des solutions pour leur donner le goût d'être actifs sur le terrain. Alors c'est de là qu'est partie ma préoccupation, de travailler beaucoup sur la résilience. Et c'est dans cet esprit-là que depuis 3 ans maintenant, je m'intéresse dans le cadre des catastrophes environnementales et des désastres naturels à l'aspect de la résilience. C'est de cela que je vais tenter principalement de vous parler aujourd'hui. Ensuite, ce que je veux peut-être mentionner, c'est que ce pourquoi je partage ça avec vous, c'est que j'ai été appelée par l'Institut de la francophonie pour le développement durable, qui est le bras environnement de l'Organisation mondiale de la francophonie, a participé à un numéro du magazine Liaison Énergie Francophonie qui va porter spécifiquement sur les désastres environnementaux et la manière d'y travailler. Et on m'a demandé de travailler principalement sur la réalité canadienne, québécoise, francophone. Alors, c'est un peu tout cela ensemble que je vais vous présenter aujourd'hui. Et malheureusement, moi, je n'ai pas de photos, j'ai que des mots. Alors, j'espère que ça vous ennuiera pas trop. Je vais tenter de quand même être le plus explicite avec vous au fur et à mesure. Alors, je tenais à vous dire que toute la question des désastres environnementaux, n'oublions pas que c'est la suite d'un mode de vie que nous avons développé depuis 150 ans et qui s'est accéléré, disons-le bien franchement, bien clairement, depuis les 50 dernières années. Donc, c'est l'ère de l'Anthropocène. Et l'ère de l'Anthropocène, bien, finalement, c'est que c'est l'humanité qui a un impact direct, finalement, sur devient une véritable force géologique, au même titre que le sont les désastres naturels. Et cette présence de la cupidité ou de l'avidité, disons plutôt, ce serait peut-être moins péjoratif, de l'humanité face à la nature, bien, d'une certaine façon, ça crée tous les problèmes de désastres environnementaux avec lesquels on vit. Alors, moi, je me suis beaucoup inspirée, j'ai continué beaucoup à m'inspirer des études qui se font du côté de l'Europe. J'aime beaucoup l'Institut Momentum, si vous avez l'occasion de découvrir l'Institut Momentum notamment. Je trouve qu'ils font une belle recherche au niveau justement de la résilience. Et ce qu'ils nous rappellent, et je pense que je trouve important de vous le dire, c'est que tout ce que nous vivons au niveau des désastres naturels découle de finalement une ère d'exubérance qui nous donne le sentiment qu'on peut abolir l'angoisse et que l'automobile et l'écran sont devenus des droits humains fondamentaux. Et je pense que peut-être l'automobile commence un petit peu à être contesté, mais l'écran, on a encore un petit peu de chemin à faire, à mon avis. Puis on est donc dans une ère d'addiction où la production des moyens est devenue la fin. On est dans une ère d'accélération également, où la croissance repose sur le cycle sans fin de la production. Et si vous écoutez nos élus, on n'est pas encore à nous parler d'une autre manière de vouloir développer nos sociétés que par la production, et la production. La croissance, et nous rentrons dans 2 prochaines années électorales et nous entendrons beaucoup parler de croissance à ce niveau-là. Alors, je tenais à vous le rappeler parce que je trouve que c'est important.
Ensuite, ce que ça véhicule, l'Anthropocène, c'est que même si tous les jours nous n'en parlons pas, nous acheminons vers de grandes réalités. La grande réalité, c'est qu'on est dans une grande descente écologique, énergétique, qui pourrait ressembler à un effondrement de la civilisation thermo-industrielle. Ça peut être perçu comme étant très négatif, mais c'est peut-être plutôt très réaliste. Et c'est une base à bien intégrer quand on veut parler des enjeux des catastrophes naturelles. Donc, l'effondrement, qu'est-ce que ça veut dire, l'effondrement? C'est que nos besoins fondamentaux, nos besoins fondamentaux, c'est que peu importe ce qui se passe dans la vie, on ne peut pas se passer d'eau, d'alimentation, de logement, d'habillement et d'énergie. Bien, finalement, actuellement, nous sommes encore capables de nous procurer ces besoins fondamentaux-là à un prix raisonnable, mais s'il y a effondrement ou s'il y a catastrophe naturelle, écologique, bien, ces besoins fondamentaux-là, que ce soit tous ensemble ou l'un ou l'autre, dépendant de ce qui se passera, deviendra inaccessible ou à un coût qui ne sera plus raisonnable. Alors, c'est un sujet qui préoccupe de plus en plus les instances des Nations Unies. Donc, je vous dirais que depuis le sommet de la Terre, 1992, il y a eu vraiment une prise de conscience, il y a eu une action de vouloir réfléchir au niveau des Nations Unies à ce qu'on pourrait essayer de faire pour finalement réduire les risques de catastrophes. Donc, il y a eu la création d'un secrétariat. Là, je vous ai donné l'acronyme en anglais parce que c'est principalement celui-là que l'on retrouve un peu partout, mais c'est le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes qui a été créé en décembre 1999 et où finalement, ce que l'on nous dit, c'est que nous sommes convaincus que les catastrophes compromettent les résultats de l'investissement consacré au développement et qui deviendra un obstacle majeur au développement durable et à l'élimination de la pauvreté. Parce qu'on comprend très bien que les catastrophes naturelles, finalement, c'est tirer vers le bas tous les progrès qu'on a voulu réaliser, notamment pour la justice sociale et l'élimination de la pauvreté et l'instauration du développement durable, qui, vous le savez, au début des années 90, était la solution sur beaucoup de tribunes des Nations Unies pour améliorer l'état de la planète. Alors, à la suite des réflexions qui ont eu lieu, entre autres 1994, je vous donne des dates, Yokohama au Japon. C'est le Japon, je vous dirais, qui est le leader mondial de la réflexion. C'est du Japon que sont parties toutes les recherches, les études, les réflexions. C'est au Japon que se tiennent régulièrement toutes les grandes séances mondiales de réflexion à ce niveau-là. Et d'ailleurs, la toute nouvelle secrétaire générale du Bureau des Nations Unies sur la réduction des risques catastrophiques, qui vient d'être nommée il y a quelques semaines, est une dame du Japon, une japonaise, une diplomate de carrière. Alors, ce que l'on nous dit, c'est que finalement, il y a eu Yokohama, 1994, qui a conduit à la création de ce fameux bureau. Et par la suite, il y a eu des réflexions, des rencontres qui ont conduit à le cadre d'action de Hyogo. Hyogo, c'est au Japon également, 2005-2015, où on a reconnu qu'il fallait associer toutes les parties prenantes, les gouvernements, les organisations, les institutions financières régionales, internationales, la société civile. Bref, on a commencé à reconnaître qu'il fallait, tout le monde, travailler ensemble à développer une culture de la prévention des catastrophes et de la résilience. Hyogo, 2005-2015, a donné quelques grands principes qui ont été suivis par les États les plus sensibles à la question, mais il a fallu beaucoup de catastrophes pour que les choses changent quand même. Et ça a conduit à un autre cadre de Sendai. Le Sendai
également au Japon, pour la réduction des risques de catastrophes, un cadre d'action 2015-2030. Donc, actuellement, tous les États travaillent avec le cadre de Sendai pour finalement tenter de réduire carrément, chacun dans les pays, les personnes touchées, les pertes économiques et les perturbations au service. Alors, vous voyez qu'actuellement, toute la question des catastrophes environnementales, c'est beaucoup perçu dans un cadre encore très économique. Et aussi de perte, on ne parle pas de déplacement, on ne parle pas de prévention nécessairement. On est dans une phase de réduction. Alors, quelles sont les priorités, les 4 grandes priorités du cadre de Sendai, avec lesquelles, comme je vous disais, les États travaillent? C'est comprendre les risques de catastrophe. Un peu comme vous avez vécu au Brésil, il se passe une situation dans une région, essayer de comprendre d'où ça vient, pourquoi, et donc renforcer par la suite la gouvernance des risques de catastrophe pour mieux les gérer. Quand on comprend, on est mieux outillé pour ensuite travailler avec toutes les parties prenantes qu'on voudrait qui s'impliquent. Donc, ensuite, renforcer la gouvernance, investir comme 3e priorité dans la réduction des risques de catastrophe aux fins de la résilience. Investir, ça veut dire que les grandes institutions internationales, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, les banques asiatiques de développement, toutes les banques de développement reliées aux Amériques, etc., sont d'ailleurs maintenant sensibilisées à investir une partie de budget dans la réduction des risques de catastrophe. Je ne crois pas que ce soit celui de cette année, mais celui de 2017. La rencontre de Davos pour le milieu économique portait d'ailleurs sur la résilience. Donc, il y a une volonté de dire qu'il va falloir investir énormément dans différents outils pour mettre en œuvre, finalement, ces 4 priorités-là. Et, finalement, aussi, la 4e priorité, c'est renforcer l'état de préparation aux catastrophes pour mieux intervenir de façon efficace et mieux reconstruire. Alors, le cadre de Sendai, quand on vous parlera, quand vous entendrez parler de cadre d'action sur les mesures d'urgence, que ce soit au Canada, au Québec, dans d'autres régions, d'autres pays, c'est toujours basé sur le cadre de Sendai. Alors, ce sont les 4 grandes priorités. Il y a également, dans les recherches universitaires, je vous dirais, 5 grands champs de recherche qui, depuis à peu près le début des années 70, je dis le début des années 70 parce que les pionniers dans cela, c'est les psychologues en psychologie. Donc, il y a des cadres de recherche qui ont été développés face aux questions des impacts sociaux, environnementaux et sur les populations. Et les études en psychologie sont probablement celles qui sont les plus avancées actuellement sur les risques et la façon de travailler. On doit cela aux travaux d'un Français, un psychiatre français, qui a été parmi les premiers à parler de résilience, un processus biologique, psycho-affectif, social, culturel qui permet un nouveau développement après un traumatisme. Donc, c'est la capacité de rebondir. Et moi, évidemment, c'est comme un peu naturel pour moi. J'aime beaucoup les travaux. J'ai lu beaucoup de travaux. Je me sens beaucoup plus d'affinité avec les travaux qui se font du côté psychosocial. Mais bon, il y a aussi beaucoup d'autres travaux sérieux qui se font dans le domaine. Parce que, évidemment, la résilience, ce n'est pas juste la question des individus, c'est la question de reconstruire un milieu de vie, ça veut dire reconstruire un habitat, reconstruire des infrastructures d'énergie et autres de transport. Donc, on a besoin de tous les secteurs scientifiques. Le secteur des sciences de l'ingénierie travaille beaucoup sur la résilience en travaillant avec les matériaux. Donc, comment rendre des matériaux plus résilients face aux catastrophes naturelles. Okay? Donc, de plus en plus, il y a des travaux qui se font dans ce sens-là de robustesse, stabilité. Les sciences de l'écologie, bien évidemment, c'est découvrir à travers la capacité à absorber les perturbations internes et externes et
voir quelles sont les dimensions socio-écologiques, les seuils critiques à ne pas dépasser d'une certaine façon et devenir des gens, des lanceurs d'alerte pour savoir comment faire face, prévoir les perturbations au niveau du feu et tout le reste. Alors, pour essayer de retrouver un équilibre, un état d'équilibre après une perturbation également. Les sciences de l'écologie, là, évidemment, je ne vous donne pas tous les détails, mais je ne savais pas le compte, jusqu'où je peux aller. Les sciences de la gestion des risques. Vous savez qu'ici, en Amérique du Nord, on a choisi politiquement de gérer les risques reliés à l'environnement, de préférence à avoir des choix de faire prendre des gestes de précaution face aux crises environnementales, aux risques environnementaux. Donc, la gestion des risques utilise beaucoup la conception de la vitesse de récupération après une catastrophe et dans les politiques de développement pour gérer les problématiques environnementales et de guerre. Alors, on reconnaît que plus une situation précaire vécue par une communauté dure longtemps, plus sa capacité de retrouver son état antérieur est affaiblie et engendre des effets secondaires qui sapent la capacité des communautés à s'auto-organiser. Alors, c'est pour ça que cette question, quand vous entendez, je vous fais des ponts parce que je trouve que c'est important de comprendre des contextes, quand du côté politique, encore une fois, ou du côté des gestionnaires de projets, quand il y a des situations catastrophiques, des inondations, des sécheresses, des crises climatiques que nous vivons de plus en plus souvent, bien, finalement, ce qui préoccupe beaucoup, c'est la rapidité d'exécution pour essayer de ramener ou modérer, d'une certaine façon, les effets secondaires. Alors, on l'a vu au printemps 2017, on a rapidement fait appel à l'armée parce que on savait que les municipalités n'étaient pas prêtes, malgré le cadre qu'on avait établi pour faire face à la situation. Et il y avait aussi la volonté de dire il faut le plus possible limiter les dégâts. Alors, c'est une gestion des risques, c'est une philosophie, c'est une façon de penser qui permet, qui est basée sur la science de la gestion des risques. Puis aussi, évidemment, la science de la complexité. Qui s'occupe de la science de la complexité? C'est un peu tout le monde, hein, d'une certaine façon. C'est que la science de la complexité, c'est la résilience d'une communauté locale dépend non seulement de chacun des éléments qui la composent, mais de toutes les interconnexions entre ces éléments-là. Donc, il y a beaucoup, c'est très complexe maintenant. Le capital humain, naturel, social, physique, financier, tout ça, c'est interrelié, interconnecté dans une situation de crise et il faut faire beaucoup appel à l'intuition plutôt qu'à la raison parce que c'est non mesurable, bien souvent, comment est-ce qu'on peut agir face à ça et comment est-ce qu'on peut essayer de contrôler les premières réactions au niveau face à la complexité. Les premières réactions sont souvent d'abord intuitives. Alors, on sait que les sociétés vont être profondément transformées dans les prochaines années à cause des changements climatiques. Elles doivent se préparer au changement pour être moins dépendantes des ressources non renouvelables en consolidant les réseaux de solidarité au sein des communautés et au sein des communautés les réseaux de solidarité au sein des communautés humaines, il faut absolument tout renforcer. Alors c'est très complexe, relier tout cela ensemble. C'est pour ça qu'il y a une science de la complexité qui est en train de se développer. Et moi, je trouve ça super intéressant parce que l'éducation est au cœur de cette science de la complexité. Et c'est extraordinaire comme défi qui nous attend au niveau de l'éducation relative à l'environnement à ce niveau-là. Okay. Bon, maintenant, je vais vous présenter donc, qu'est-ce qui se fait chez nous, au Québec, au Canada, dans ce sens, pour faire face aux risques environnementaux, aux catastrophes naturelles. Alors, le gouvernement fédéral a adopté en 2007, uniquement, hein, c'est quand même assez long quand on regarde tout ce qui s'est passé dans les années antérieures, faire un petit rappel, ici même, du côté du Québec,
Côté de Montréal, Montréal et sa grande région, 1987, ça vous dit quelque chose? 1987, crue subite de l'eau sur l'île de Montréal à la suite de pluies torrentielles. OK. Il y a eu inondation, toute la partie échangeur Turcot, entre autres. OK. Ensuite, 1996, pluie torrentielle, bris de barrage au Saguenay, alors avec énormément de dommages. 1998, le verglas, qui a eu un impact, qui est resté dans l'imaginaire collectif québécois. Le verglas, c'est quelque chose qui fait partie de... Tout le monde a sa petite histoire autour du verglas. C'est vraiment... Ça nous a créé un imaginaire au niveau québécois. Mais le verglas était la suite d'une série de catastrophes qui s'annonçaient déjà très fortes. Ensuite, après, à la suite du verglas, bien, il y a eu 2011, pluie torrentielle, redoux, crue forte du côté du bassin du Richelieu, inondation. 2017, inondation. Je vous dirais, hiver 2018, nous avons vécu 15 jours d'un froid polaire inhabituel, suivi de 2 journées et demie totalement ahurissantes, il faisait 10 degrés, qui a créé finalement un redoux, qui a créé des embâcles. Et ensuite, après un nouveau regel, ça crée énormément de difficultés au niveau de la gestion justement des bassins d'eau, des rivières. Donc, nous, on est dans un processus continu au niveau des catastrophes environnementales. Il ne faut pas penser qu'on est moins attaqué que dans d'autres régions. On est tout aussi attaqué, mais dépendamment de ce que l'on vit. Okay? Alors, le gouvernement du Canada, puis là, je ne vous ai pas parlé de ce qui s'est passé du côté du Canada. Je pourrais vous parler des feux de Fort McMurray en 2016, des feux du côté de la Colombie-Britannique 2015, 2016, 2017. Je pourrais vous en nommer, je pourrais vous parler 2006, 2007, le bassin de la rivière Rouge au Manitoba qui a créé énormément d'inondations. Donc, on est dans des périodes où on vit à chaque année, chacun dans nos régions, des catastrophes environnementales sérieuses et importantes. Le gouvernement du Canada a donc pris un certain temps à définir un premier cadre de sécurité civile à la suite de discussions avec les ministres fédéraux, les ministres de chacune des provinces et des territoires du Nord-Ouest. Et il y a eu depuis 3 mises à jour où on établit en toute évidence les liens entre les changements climatiques et la sécurité civile et la nécessité pour tous les secteurs de travailler ensemble. Alors, on dit que chaque niveau de gouvernement doit assumer ses responsabilités. Alors, imaginez, ça veut dire que le fédéral dit « Moi, j'ai mon cadre de responsabilité, vous, les provinces, les territoires, avez votre cadre de responsabilité. » Et vous verrez après, du côté du Québec, bien, on dit « Les municipalités, vous avez votre cadre de responsabilité. » Alors, qui paye par la suite? Alors, ça amène énormément de confusion et de discussions qui ne font pas avancer les choses. Mais du côté du Canada, pendant qu'on a fait ce cadre de sécurité civile, actuellement, vous avez dû voir passer cela au début janvier, il y a eu 250 scientifiques du monde entier qui ont écrit au premier ministre du Canada, au gouvernement du Canada, pour dire, écoutez, c'est sérieux, il faut soutenir la recherche fondamentale sur les changements climatiques et l'atmosphère. Et pourquoi ces 250 scientifiques sont-ils intervenus? Bien, c'est parce que ça faisait déjà 1 an que des scientifiques canadiens, eux, intervenaient auprès du gouvernement et ça passait aucune écoute, aucun retour sur les demandes de maintenir tous les programmes de recherche actuellement. Alors, ce que les scientifiques canadiens ont décidé de faire, c'est de faire appel à leur réseau de solidarité internationale pour mettre un petit peu plus de pression. Et parce que ça venait de l'international, les médias se sont davantage intéressés à la problématique du manque de volonté du gouvernement fédéral, libéral actuel, de maintenir les investissements dans les programmes de recherche. Actuellement, les programmes ne sont pas assurés d'avoir des fonds
sérieux. Et il y a eu le 26 et le 27 janvier dernier, ici même à l'UQAM, un atelier de 2 jours portant sur justement les risques environnementaux et les solutions que nous devrions mettre de l'avant. Et à cette occasion, Mme Catherine Mounier, qui est la vice-rectrice à la recherche et à la création, elle a donné sa voix à cette dénonciation-là et elle a dit « Nous devons maintenant collaborer de façon multisectorielle et interacadémique de façon essentielle à travers non seulement le Québec, mais à travers le Canada. » Alors, je pense que c'est assez sérieux ce qui se passe au niveau... on met un cadre, mais après, on ne fait rien pour aider à développer ce cadre-là. Quel est le gouvernement du Québec? Le gouvernement du Québec, quel est le travail qu'il a fait? Le gouvernement du Québec, on dirait que l'élément qui a été l'élément déclencheur, évidemment, c'est la crise du verglas. Janvier 1998 a amené finalement la mise en place d'une commission d'études pour essayer de comprendre quelles étaient les lacunes et essayer de voir qui devrait être responsable au niveau de la sécurité civile dans les années futures, etc. Donc, la commission Nicolette a remis rapidement un rapport d'études en 1999 qui est devenu, d'une certaine façon, le point d'ancrage, une nouvelle culture face aux crises hydrométéorologiques. Pourquoi je parle d'hydrométéorologique? C'est le nouveau terme maintenant qu'on utilise. On ne parle plus de crise environnementale, on ne parle plus de crise catastrophe naturelle, on parle de crise hydrométéorologique. Et pourquoi? Je vous explique un petit peu plus tard pourquoi. OK? Donc, ce que la commission Nicolette explique, c'est que finalement, tout le travail pour se préparer dans des situations de crise et tout le travail de résilience doit partir des municipalités, ce qui est logique. D'une certaine façon, plus c'est près d'une communauté, plus la communauté est capable de s'organiser parce que la communauté se connaît son monde, connaît ses forces, connaît normalement son territoire, elle a les outils normalement pour élaborer avec son service de police, son service des pompiers, des actions beaucoup plus proches des communautés. Alors, c'est devenu finalement la culture qu'a développée le gouvernement du Québec dans sa politique québécoise de sécurité civile. C'est élaborer un programme, chaque municipalité doit élaborer un programme de sécurité civile. Le processus est en cours. Toutes les municipalités ont actuellement l'obligation, avec un financement qui leur est offert par le ministère des Affaires municipales de l'occupation du territoire, des politiques et des programmes en sécurité civile, qui est beaucoup basé sur justement les interventions au niveau de la police, au niveau des pompiers. Le problème que moi je vois actuellement face à ça, c'est que beaucoup de municipalités n'ont pas les professionnels ni les outils pour créer un programme qui répond à la politique. Pour eux, c'est très complexe. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'actuellement, ils donnent en contrat à des firmes spécialisées externes la création de leur politique en sécurité civile. Alors, ça a des avantages. La politique va exister. Sauf que, moi, quand je regarde ça, je me dis, il me semble que quand c'est une équipe administrative d'une municipalité qui s'assoit ensemble et qui doit réfléchir à comment travailler, il me semble que l'ancrage est beaucoup plus fort au niveau d'intervention que si c'est un beau document qui est fourni par une firme externe qu'on a payé 10 000 $ pour faire le travail. Voici le processus avec lequel vous allez avoir à travailler quand vous aurez une crise hydrométéorologique ou une crise quelconque environnementale à gérer au niveau de la sécurité civile. Alors, oui, les programmes existent, mais il faut voir que la manière dont certaines petites municipalités le font, bien, ça risque d'amener des lacunes. Au niveau de l'ancrage, évidemment. OK? Alors, c'est ça. Le cadre, il y a eu une loi, hein, il y a eu, avant la politique québécoise de sécurité civile, il y a eu la loi québécoise sur la sécurité civile qui a amené en décembre 2013 un cadre d'action avec une politique québécoise de sécurité civile 2014-2024 avec lequel on travaille actuellement. Et donc, j'ai demandé à la faire valider récemment pour l'article justement que j'ai préparé.
Alors, on dit favoriser la consolidation, l'optimisation, la bonification des efforts et des ressources, consacrer à la sécurité civile par les citoyens, les entreprises, les organisations. Donc, on reste dans le cadre de Sendai, où finalement, toutes les parties prenantes sont impliquées avec les municipalités et les ministères et les organisations. Alors, sur ce, on fait le travail qu'il y a à faire. Puis on met en place des outils. La Ville de Montréal, pourquoi je vous parle de la Ville de Montréal? C'est parce que Montréal est peut-être la ville au Québec qui a été la première à prendre de façon beaucoup plus bras-le-corps des actions en ce sens-là. Mais il faut comprendre qu'elle le fait parce que Montréal a intérêt, d'une certaine façon, à être parmi les 100 premières villes résilientes de la planète à la suite d'aides financières qui ont été fournies par la Fondation Rockefeller. La Fondation Rockefeller, vous savez c'est quoi la Fondation Rockefeller? C'est une fondation américaine créée par les milliardaires de la dynastie Rockefeller qui a été dans le pétrole et autres, et qui ont décidé d'orienter dans leur champ d'action au niveau de la fondation, la résilience au niveau des municipalités, des villes, face aux catastrophes environnementales. Donc, en 2013, ils ont créé l'organisation des 100 premières villes résilientes de la planète. Beaucoup des villes américaines. Montréal était la première ville. Depuis, il y a Toronto, Calgary, Vancouver qui se sont joints au réseau des 100 villes résilientes. Et la Fondation, en étant parmi les premières villes à y avoir accès, ça a permis aussi de chercher des fonds. La Ville de Montréal a pu avoir accès à des fonds pour mettre en place son programme de sécurité civile et de la résilience qui lui a permis d'identifier 34 secteurs où la municipalité de Montréal doit prendre les bouchées doubles pour se répondre adéquatement en cas d'urgence. 34 secteurs, quand je regardais le document, je me disais, il y a des villes qui ont 5 grands secteurs d'action. Montréal en a 34. Pourquoi 34? Bien, c'est qu'on a tout mis à Montréal dedans. On a mis autant la question de la préparation des populations que les infrastructures déficientes, que la pauvreté des quartiers, que les risques de cyberattaque. Finalement, Montréal a vu sa résilience dans une optique absolument globale. Et quelque part, c'est logique parce que une cyberattaque sur les banques a un impact sur l'économie, il y a des effets dominos, tout est rattaché, donc des effets dominos partout. Okay? Mais les inondations du printemps 2017 ont démontré que même si on avait des beaux grands principes, bien finalement, quand on se retrouvait dans les quartiers, ben, c'était inefficace. Ça ne fonctionnait pas. On n'avait pas les ressources, on n'avait pas les enjeux, on n'avait pas les réactions, les actions de terrain qu'il fallait pour aider les populations et préserver l'aggravation de la situation. Okay? Et lorsqu'on parle à la ville vous savez qu'il existe un bureau à la ville de Montréal, le bureau comme je disais, de la sécurité civile et de la résilience, qui est dirigé par Mme Louise Bradette, qui est une femme excessivement passionnée et engagée dans son travail, qui a beaucoup de choses, à mon avis, à raconter. Elle mériterait d'être mieux connue. Ce que Mme Bradette a bien expliqué, c'est que le principal enjeu, c'est pas l'enjeu de dire on met en place des infrastructures, des services, c'est l'enjeu de la communication. La communication entre les services, entre les parties prenantes et avec la population. Les messages ne passent pas. Alors, les messages ne passent pas et elle dit, mon principal défi dans les prochains mois, les prochaines années, c'est comment travailler à ce que le message passe, que les gens comprennent la population. Quand elle parle de la population, elle parle autant des professionnels, des élus, que monsieur, madame, tout le monde, nous tous qui vivons dans un lieu, que quand à un moment donné on est devant une situation, on se prépare à vivre éventuellement une catastrophe naturelle.
OK? Alors, ce qu'elle dit, c'est que j'ai tenu à vous le dire, de vous le présenter parce que je trouvais ça très intéressant. Nous avons à nous inquiéter les uns des autres. Nous avons à nous redéfinir le vivre ensemble. Finalement, nous soucier les uns des autres. Et actuellement, parmi les actions que le Bureau de la résilience de Montréal travaille, c'est d'aller voir les commerces de proximité dans les arrondissements et d'amener les commerces de proximité à s'engager à avoir des denrées ou ce qui est nécessaire à la base pour aider les populations d'un secteur qui sont affectées par une catastrophe quelconque. Okay, ça veut dire donc de quoi manger correctement. Trop long? Non, non, il reste encore quelques minutes. OK, je vais essayer d'aller plus vite. OK? Oui, c'est ça, parce qu'il y en a qui avaient des cours à 2 heures, fait qu'on les comprend. Là. Non, mais ça va très, très bien. Bon. Puis Montréal, je vais passer plus vite parce que je vais amener à la question de l'éducation. Montréal veut élargir et agit comme leader beaucoup aussi au niveau canadien dans toute la réflexion sur la sécurité civile. Donc, Montréal a été l'hôte de la 5e plateforme régionale des Amériques, la réduction des risques. Il y a eu la Déclaration de Montréal. La Déclaration de Montréal, quand vous lisez la Déclaration de Montréal, bien, vous constaterez qu'on y retrouve les grandes questions, les grands principes dans la déclaration, dans le cadre de Stendhal. Et il y a eu aussi à Halifax la 8e plateforme nationale de réduction des risques de catastrophe. Bon, alors, place à l'action véritable, hein, parce que quelque part, on voit qu'au niveau théorique, les cadres sont établis. Ils existent. Sauf qu'au niveau du terrain, il y a beaucoup de travail à faire. Et ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus, le milieu académique se sent concerné. Moi, j'ai été très, très, très agréablement surprise le 25 et le 26 janvier dernier de voir qu'il y avait des enseignants de toutes les universités du Québec, des gens de Chicoutimi, de Rimouski, de Concordia, de McGill, des professionnels d'Hydro-Québec, des professionnels d'Environnement Canada. Tout le monde veut travailler actuellement ensemble pour établir finalement un cadre de travail pour faire en sorte de faire face aux risques hydrométéorologiques. Pourquoi hydrométéorologique? C'est qu'actuellement, du côté d'Environnement Canada, on est en train de cartographier des territoires entiers partout au Québec et au Canada qui sont des territoires jugés à risque, les plus à risque au niveau des catastrophes naturelles, avec des projections au niveau de pluie abondante, d'inondations, de sécheresse, etc. Donc, c'est beaucoup eux qui militent pour l'utilisation de ce terme-là. Ils l'utilisent beaucoup dans leur langage. Donc, comme eux, ils se sont comme influencés les uns les autres. Alors, l'idée, c'est de briser les silos, favoriser une meilleure connaissance, éduquer les médias et la population, éduquer les professionnels. Certains militent pour la création d'un observatoire qui rassemblerait les données dans un seul lieu et qui pourrait être à ce moment-là des lanceurs d'alerte aussi. Okay? Beaucoup militent, assez majoritairement, tout le monde milite pour que les professionnels aient des formations continues sur les questions des risques environnementaux et encourager énormément les actions citoyennes locales, puis de ne pas se faire d'illusions. Il faut croire que l'effondrement écologique est réel et qu'il va se produire tôt ou tard. C'est plate à dire, mais c'est comme ça. Alors, l'éducation face à tout ça, l'éducation, moi je vous disais tantôt, c'est au cœur. Et ce n'est pas d'aujourd'hui que l'éducation relative à l'environnement se préoccupe des risques environnementaux. Ici, j'ai retrouvé, grâce aux bons soins de Lucie, un document super intéressant. Je l'ai lu, puis je me dis, on n'invente rien, hein, parce qu'en 1990, du côté de la France, on s'est intéressé, entre autres, à mettre en place une éducation carrément d'un secteur
reliés à la direction régionale de Poitou-Charentes parce qu'ils avaient sur leur territoire une usine chimique excessivement dangereuse. Et il y a eu tout un travail collectif fait sous le même principe que pour le Brésil actuellement, avec les enfants dans les écoles, où les enfants ont découvert leur territoire, découvert les risques et ensuite mis en place tout un système de validation des connaissances et de transmission des connaissances. Et ensuite, quand vous regardez l'éducation relative à l'environnement ici, ben 2001, c'est déjà la chaire de recherche en éducation relative à l'environnement et beaucoup dans l'éducation face aux crises environnementales et autres. Alors, ça fait un travail énorme à ce niveau-là, déjà, mais comme mal aimé, méconnu, que devrait être le bon terme, je vais vous laisser le choisir, mais je pense qu'il faut plus que jamais en parler et le valoriser, et pour devenir le défi du côté français en 2014, c'était de devenir des éco-citoyens, et le défi aujourd'hui plus que jamais est aussi de devenir des éco-citoyens, de se sentir impliqué, de se sentir engagé, de s'ancrer dans son milieu et de faire en sorte de pouvoir se mobiliser les enseignants de notre territoire, nos élus, nos professionnels, etc. Puis, donc je parlais qu'ici, il y a déjà eu le projet éco-alimentation qui a déjà inventorié tout le travail qui se fait au niveau de l'éducation à l'alimentation sur le territoire du Québec. Il y a une centaine de projets. Il y a eu d'ailleurs des publications fort intéressantes à ce niveau-là. C'est parce qu'il ne faut jamais oublier qu'un des éléments fondamentaux de résilience dans un cas de catastrophe, c'est l'alimentation, c'est l'agriculture. Donc, c'est hyper important de faire comprendre aux gens la connaissance de l'alimentation, l'autonomie, développer une certaine autonomie à ce niveau-là. Et je termine en vous parlant du projet Écolo-Champ auquel je suis impliquée, qui se veut justement dans cet esprit. Écolo-Champ, c'est un projet, c'est un cours à option là, de l'Université McGill pour les étudiants en agronomie, qui consistait à créer des modules d'éducation pour le milieu primaire et secondaire pour expliquer tout ce qui est en relation avec les élevages, la transformation, les sols, les insectes, etc. Okay? Puis, graduellement, ils ont cheminé et ils ont compris que ça serait intéressant d'amener ça sur le terrain. Et actuellement, Écolo-Champ au Québec travaille à ce que dans les communautés, on puisse agir au niveau de 3 secteurs, au niveau des écoles primaires et secondaires, au niveau des éducateurs spécialisés, donc les garderies, les CPE, les services de garde dans les écoles, parce que les enfants ont beaucoup d'heures dans les services de garde, puis également dans les camps d'été, les camps de jour des étés pour les jeunes. Et le principe de Écolo-Champ, c'est que c'est de leur apporter par des modules très festifs, la plupart du temps, c'est très ludique, une connaissance de leur milieu et aussi faire des visites avec les agriculteurs de leur secteur. Donc, par exemple, moi j'habite une communauté qui est semi-rurale, dans le sens que j'ai une population urbaine, banlieusarde, et j'ai une population rurale. Donc, dans une école, on est en train de travailler avec une école, de faire en sorte que les fermes qui vont être visitées, les artisans qui vont être visités, ce sont tous des artisans du territoire de la municipalité. Donc, les enfants vont connaître également les producteurs de leur municipalité et amener une diversité pour susciter un intérêt à moyen et long terme et une prise en charge, de faire en sorte que on se dit, dans 3 ans, c'est d'utiliser la moitié de la cour d'école ou le tiers de la cour d'école pour faire un jardin, planter des arbres fruitiers, installer des abeilles, vraiment créer une philosophie graduellement à partir des petits-enfants qui vont ramener ça chez eux pour faire en sorte qu'ils vont devenir beaucoup plus résilients et capables de faire face à des problématiques en cas de catastrophe environnementale. Alors, voilà, merci.